Maître Bambala, permettez-moi d'ouvrir cette session avec vous au regard de votre long passé d'activiste. Vous n'êtes pas que avocat, vous êtes également un très grand activiste des droits de l'homme. Et mieux que personne, ou alors comme la plupart des grands défenseurs des droits humains au Cameroun, vous avez cet aperçu global de l'écosystème de gouvernance en Afrique centrale et particulièrement au Cameroun. Et selon vous, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les OSC dans leur quête de réforme des gouvernements? Thank you for giving me the opportunity to be the first speaker. When I was talking to Charlene, I was like, I hope I'm not the first speaker so I can copy from what others have said. Now that they've taken me by ambush, I don't know what I'll say. And secondly, the translated version of when I had the message, they talked about policy reforms. But I hear you're talking about political reforms. So also in the future, to respect Article 6 of this constitution of this country that is a bilingual country, you have to make sure that you synchronize the translation in English and French so that both English and French speakers have the same thing. What are the problems with regards to the ecosystem in Central Africa? I think yesterday some of the panelists, and I think today morning also, have identified some of the problems. But I would say one of the biggest problems in the ecosystem, think tanks and civil society, is the fact that we have leadership that doesn't actually understand the role of think tank and civil society. They consider think tanks and civil society to be adversaries, not as partners that can engage in the development of the nation. You know, if they consider civil societies as partners, we would have a better working environment and they'll be receptive to suggestions and recommendations from civil society. Unfortunately, whenever civil society or think tanks come up with certain recommendations, they shut it immediately. With an exception though, they have friendly civil society organizations though. If you see when they are doing workshops and conferences, the kind of civil society that they invite, it reflects on their mindset, okay? If you take MINAT, for example, which regulates think tanks and civil society, probably the biggest elephant in the house. MINAT would tell you that they have a list of, 93 civil society organizations in Cameroon, 104 civil society organizations that exist in Cameroon. But we have plus 10,000 plus that exist in Cameroon, not so. So if you are not open to working with the others, it becomes a problem. But equally also, there is a problem. Everybody has talked about the problem of financing, okay? There's also the problem of capacity in our civil society. A lot of people consider, because civil society is not regulated, especially in Cameroon, there are in other countries where it's like more regulated. Because everybody looks at civil society as a fallback position. We don't have, a lot of people in civil society don't have the capacity. So at times they end up misleading the people they are supposed to be leading. In most professions, they are regulated. The medical corps, the legal corps. If you want to be a lecturer, you must have X degree, not so. You go to ENS, whatever. You have to have an MBA. In civil society, you need to go to school or not have gone to school and you don't have a job, or you have another job and you create an organization. How can people who don't have the capacity? I read in one of Wole's show in Cats Swamp Dwellers, I said, the blind leading the blind, or Charles Dickens in Hard Times says, the blind leading the blind will lead to murdering of the innocent. So there's also a major problem of capacity. You understand? Because just imagine that you are going out to sensitize people on what you don't know. It's a problem. You understand? So capacity, I mean, when I say regulation, I'm not saying that the Atanganji kind regulation like what he did with the political parties at the Elekam, okay? I'm talking about there need to be an institution created, kind of,
you know, with civil societies and other facets of the Cameroonian community or the Central African community to be able to regulate civil society. It would give civil society the respect and credibility, because when it's not regulated, a lot of people also don't have respect for civil society because they feel that any Tom, Dick, and Harry can pass up for a civil society leader. And lastly, I would also say we cannot talk without looking at the problem of financing also. It's a major problem that affects the ecosystem, that affects what civil society is doing. I would end there. Thank you very much, Barrister Agbombala. Je vais me tourner vers le docteur Charlène Ongota, parce que vous avez brossé de manière globale, si je peux le dire ainsi, le challenge des OSC patrimoine dans le contexte camerounais. Et j'aimerais savoir si justement au Gabon, docteur Ongota, on a également cette dynamique des leaders des OSC qui se comportent un peu comme des entrepreneurs, où la création des OSC est devenue comme un moyen peut-être de sortir du chômage ou alors de trouver autre chose lorsqu'on n'a pas pu peut-être entrer dans la fonction publique. Qu'en est-il au Gabon? Ok. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui. C'est vrai que ça fait des années que je dois me rendre au Cameroun pour le forum des think tanks, mais j'ai toujours été empêchée pour une raison ou une autre. Et là, le fait d'être là, représenter le Gabon, c'est vraiment un honneur pour moi. Donc bonjour aux anciens, aux plus jeunes, bonjour à tout le Cameroun. C'est la première fois en plus que je visite le Cameroun, donc je suis d'autant plus heureuse d'être parmi vous. On lui souhaite la bienvenue. Merci. Alors, donc Charlène Ongota, je suis la présidente de l'Institut Concorde. C'est un think tank qu'on a créé en 2021. L'objectif, c'est qu'on a souhaité très rapidement infiltrer le débat public parce qu'on s'était rendu compte que malheureusement, il n'existait pas de structure qui nous permettait de, premièrement, mieux saisir les enjeux de notre pays et puis, de manière secondaire, pouvoir infiltrer et discuter la dynamique des politiques publiques. Malheureusement, on a une réalité en Afrique centrale, je pense que depuis déjà une semaine, vous en parlez longuement, c'est qu'on a une faiblesse au niveau de nos institutions. On a un cadre législatif qui existe, on a des institutions qui existent, mais la difficulté, c'est que les institutions sont fermées sur elles-mêmes et on a du mal, en fait, à converser avec ces institutions-là et à apporter des éléments d'innovation, de construction, etc. Et c'est ça qui est difficile. Donc, pour répondre à la question, on a plein d'organisations. D'ailleurs, on avait à l'époque, vous connaissez un peu peut-être ou pas, l'histoire récente, l'histoire politique du Gabon qui est récente. On a eu un coup d'État en 2023. On avait un régime politique qui a été mis en place depuis près de 60 ans, depuis les années des indépendances. Ce régime a été renversé pour un nouveau régime. Je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que ce régime est bon ou pas bon, ce n'est pas le sujet. En tous les cas, on s'est rendu compte en faisant une petite analyse qu'on avait près de 100 partis politiques. Donc vous vous rendez compte qu'avec une centaine de partis politiques, on se pose la question de savoir quelle est finalement la portée ou l'intérêt des partis politiques. Donc pour revenir sur les organisations de la société civile, j'ai fait cet aparté pour expliquer qu'on a énormément d'associations. On a très peu de think tanks. D'ailleurs, l'Institut Concorde fait partie des rares think tanks. En plus, géré par une femme, c'est aussi important de le souligner parce que c'est très, très rare. Et on a d'autres organisations, des fondations, mais on se rend compte que l'environnement ne nous permet pas d'évoluer, ne nous permet pas de nous mouvoir, ne nous permet pas de nous exprimer. Donc ces organisations qui sont mises en place, malheureusement, bien qu'elles aient des objectifs à atteindre, des objectifs effectivement de travailler sur les politiques publiques, il y a un frein qui est institutionnel, parce que malheureusement, en face, on a un pouvoir qui est quand même assez réfractaire, un pouvoir qui n'est pas ouvert à la critique. Et quand on n'est pas ouvert à la critique, malheureusement, lorsqu'on produit des rapports et que ça ne plaît pas aux institutions en place, on est blacklisté, on est complètement muselé. Donc, on a des organisations qui essayent. J'aimerais citer l'exemple, alors, mis à part l'Institut Concorde, qui est quand même assez jeune, puisqu'on n'a pas encore 5 ans, l'exemple du COPIL citoyen. Le COPIL citoyen a été créé, je pense, peu avant le Covid. Et durant les années donc 2020,
au moment de la crise Covid, il y a eu, on va dire, un budget qui avait été voté justement pour des questions de santé, pour acheter des médicaments, pour pouvoir acheter des masques, pour gérer en fait la crise. Ce budget était de plusieurs milliards de francs CFA. Et le COPIL citoyen, qui est un lanceur d'alerte, qui est quand même un acteur de la société civile assez ancré, a constaté qu'il y avait eu des détournements de fonds. Qu'est-ce qu'il a fait, ce COPIL citoyen? Il a alerté les autorités de l'époque sur demander des comptes, tout simplement. Comment est-ce que vous avez géré l'argent? Pouvez-vous nous rendre effectivement compte de comment l'argent a été géré? Et jamais, depuis 2020, on n'avait eu de réponse par rapport à ça. Donc le coup d'État arrive en 2023. 2024, le COPIL citoyen revient sur la scène en disant le sujet en question n'a pas été traité. On veut avoir des réponses. Où est l'argent, etc. Et récemment, il y a pu avoir effectivement tout un audit qui a été fait et au travers duquel on a pu reconnaître qu'il y a bien eu des détournements de fonds. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer qu'on est nombreux effectivement dans la société civile, quand bien même l'espace est assez, est assez insécure, parce qu'on est quand même confronté à la violence étatique. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des institutions, ou du moins des organisations, comme le COPIL citoyen, qui sort du lot et qui a pu permettre aux Gabonais d'avoir des réponses et de produire des sanctions par rapport aux détournements qui ont eu lieu. Merci. Merci, Dr Charlène Ngota, pour cet aperçu de l'impact des think tanks dans le contexte gabonais, ce qui me permet de venir maître Niem pour aborder justement au niveau du Cameroun quel est l'impact que les think tanks ont eu, notamment au niveau des grands enjeux politiques, économiques. La crise Covid-19 est passée, on a beaucoup parlé de Covid-Gate. Il y a également les questions de genre et tous ces enjeux économiques. Qu'est-ce que la société civile au Cameroun a apporté de plus dans cette dynamique? Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être là aujourd'hui. Encore merci au CAFO Policy Institute de nous avoir invités. Félicitations aussi pour l'organisation de cette plateforme qui est très importante pour nous au sein de Dioko Alliance parce que nous sommes un think tank engagé dans la promotion de l'innovation sociale, mais avec cette, on va dire, conviction que c'est en marchant ensemble que nous pouvons véritablement impulser les transformations. Par rapport à la question que vous posez, je dirais déjà la première chose pour la société civile, le premier défi, c'est déjà pour nous de pouvoir incarner ce changement que nous voulons voir dans le monde. Et donc, quand on revient à notre pays, à notre sous-région, nous voulons un monde plus collaboratif, un monde plus participatif, un monde plus solidaire. Comment est-ce que, en tant que société civile, dans notre engagement, on incarne ça? Moi, je vois trois choses. La première, déjà, c'est de travailler nous-mêmes à créer cette gouvernance participative. Travailler à créer cette gouvernance participative pour la société civile, c'est considérer que la société civile dans son déploiement n'est pas dans une approche binaire. Ce n'est pas la société civile d'un côté, l'État en face. C'est un multiple stakeholder approach. Donc si on veut que les choses soient participatives, ça veut dire que la société civile doit travailler avec les médias, la société civile doit travailler avec les pouvoirs publics, la société civile doit travailler avec un ensemble d'acteurs pour faire avancer les transformations. Et je crois que c'est déjà ça notre premier défi, ne pas uniquement regarder en face. Bien évidemment, le décideur public, j'ai envie de dire in fine, c'est le décideur en dernier ressort, mais pour pouvoir faire avancer les choses, nous devons déjà créer ce consensus autour de différents acteurs par rapport à l'ambition qu'on a envie de mettre en place. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un des défis auxquels notre société civile est confrontée. Comment est-ce qu'on arrive à travailler autour de ces multiple stakeholder approach et rallier autour de nous les acteurs des médias, le monde de l'enseignement et même les pouvoirs publics autour des transformations que nous voulons susciter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes aujourd'hui dans des zones, dans des pays où on veut des transformations radicales. C'est normal, parce qu'on pense que les défis sont importants, il y a urgence, et ailleurs dans le monde, les choses évoluent.
Mais pour susciter cette transformation radicale, on sera obligé d'aller pas à pas. Et donc, je pense que nous devons également, à ce niveau-là, travailler sur une approche incrémentale, pas à pas. Ça veut dire, si jamais on veut travailler, par exemple, pour avoir une réforme politique, par exemple, et donc qui implique, je ne sais pas, une loi, un décret, etc., il y a déjà des petits pas qui peuvent être faits et qui sont en soi des victoires. Et pour ça, on doit pouvoir réussir à se dire, si on veut impulser les transformations, quelles sont les étapes ou quels sont les quick wins, quels sont les petits pas que nous pouvons mettre en place pour arriver à cette transformation. Maître Yem, ne pensez-vous pas qu'au Cameroun, justement, les différents acteurs de la société civile ont déjà assez attendu? Je reviens un peu sur le Covid-19. Oui. On a beaucoup parlé de Covid-Gate. Et au Gabon, il y a eu justement une avancée sur cette affaire. Au Cameroun, on n'en a pas vraiment entendu parler. Je ne sais pas, j'aimerais avoir votre avis dessus. Alors, quand vous dites Covid-Gate, ce qu'on attend, c'est quoi? On attend qu'il y ait des procédures judiciaires. Une évaluation des fonds qui avaient été injectés sur la gestion de cette crise sanitaire et les actions de la société civile pour rétablir. J'en viens, alors c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, c'était le troisième point quand je parlais de la professionnalisation de la société civile. Okay. Aujourd'hui, c'est aussi ça notre défi, parce que si on parle de plaidoyer, ou alors si on parle de sujets comme ceux que vous êtes en train d'évoquer, il y a les questions, quelles sont les données qu'on a collectées, quelles sont les évidences que nous avons, quelles sont également, comme je vous disais, les approches de petits pas. Est-ce qu'on attend uniquement que ce soit les juridictions camerounaises qui se saisissent de cette question? Est-ce que d'autres juridictions sont compétentes ailleurs dans le monde? Comment est-ce qu'on peut travailler avec les médias, la presse, pour déjà créer un consensus autour du fait que c'est un sujet? Peut-être que les Camerounais ne considèrent pas que c'est un problème. Ou peut-être que pas suffisamment d'acteurs considèrent que c'est un sujet. Donc je pense que, et c'est pour ça que je vous disais déjà, il faut qu'on apprenne, il faut que nous tous, on apprenne à pouvoir travailler ensemble avec d'autres acteurs qui sont des acteurs importants. Il faut qu'on apprenne aussi dans la logique d'un agenda à se dire que si on veut arriver à tel objectif, il peut y avoir des petits pas, il y a des étapes qu'on peut mener. Et puis qu'on arrive aussi nous-mêmes à nous professionnaliser dans les démarches de plaidoyer, dans la collecte des données, dans l'investigation, pour pouvoir réussir véritablement à rallier un certain nombre d'acteurs autour de nos ambitions. Ok, merci. Monsieur Christian Clade, vous avez une expérience, je me permets de le dire, africaine, parce que vous avez commencé, vous avez été à Bamako, et puis vous êtes au Cameroun depuis 2024. J'aimerais connaître, à partir de cette expérience des organisations de la société civile en Afrique, pensez-vous réellement à cette approche incrémentale? Ça c'est d'un. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous avez remarqué en termes de mise sur pied, de synergie des OSC dans l'atteinte des objectifs communs? Merci. Good afternoon, good midday, everyone. Pleasure to be here. As Friedrich Ebert Foundation, we have the pleasure to be here with like two hats. So, in a German context, we are civil society. We are an organization that annoys our government, tries to work on working conditions, try to place policies, be an actor in the civil space. Here in Cameroon, we are trying to be a partner to you, to civil society organizations. We are more seen as an international organization, sometimes a donor, ideally someone you can work with. So we have these two hands, and I think a lot of our perspective comes from that. You were mentioning the variety of civil society spaces in the African continent, on the African continent, and I mean we are on the Central African Think Tank Forum, but even here, if we see the differences between Gabon, Cameroon, Equatorial Guinea, Central African Republic, there are some possibilities that are there that we can find in all spaces, but there are also like a lot of limitations that being imposed often by the government, but not just by the government. If we look in places with unstable security, of course there are other actors that are working in the same way against civil society, because what civil society stands for, which means usually stability, good governance, the possibility for people to participate in the political and social life, is not something that every actor wants, which means there are possibilities
that civil society and civil society organizations are in a minority opinion, which is difficult. Because usually what we have to do, and what we, if we look at what we can achieve, it is only things we can achieve if we work together. Meaning not just as a single civil society organization, but as civil society in general. And that includes maybe some competition between civil society organizations. We heard about the question of, what I heard a bit from you, like we have to see in front of our own house, how do we look, how are we organized as civil society organizations? Meaning, what's the competition? So what's more important, that we achieve what we are working on, or that my organization that I work for achieves the thing? That I get the funds, or that someone gets funds from something to achieve the thing that would be good for the country? And of course, we always want to see that we are well established, but also the question, what do we want to achieve with this? And I think that is something, especially in an environment where we have a lot of different actors, and it was mentioned by Agboola, often not just as maybe the main thing, but like, you are civil society in addition to something else. That means we have to see, okay, there's a lot of competition. A lot of people want to get this cake that maybe is civil society action, that is attention from international donors, but also like in the national space. So we have to see how can we maybe regulate or deal with that competition, maybe not from outside, but from inside. Meaning, how as civil society actors can we organize ourselves, that we work together to common goals, and maybe that's the main objective before we go into competing with each other. Thank you very much, Mr. Clark. I stay with you. Justement, le panéliste précédent parlait de la professionnalisation des OSC. Et là, vous mentionnez l'aspect de la compétition. Et malheureusement, à cause de la compétition, la course au financement, les organisations de la société civile sont souvent tentées de sortir de leur domaine d'intervention. Il y a des organisations, par exemple, qui militent pour l'environnement, mais qui se retrouvent en train de courir sur le financement de genre, ainsi de suite. Que peuvent faire les fondations, justement, comme Friedrich Herbert, pour réguler l'accès au financement en fonction des thématiques et l'expertise des OSC? Ouais, donc je vais changer le chapeau. Comme organisation internationale et peut-être structure d'honneur ou internationale qui est là, des choses qu'on a essayé à notre niveau, c'est bien sûr de travailler avec notre partenaire camerounais ou des organisations de société civile, mais aussi des syndicats, un peu de partis politiques, mais ça c'est difficile, de trouver des solutions ensemble, d'une manière plus spécifique. Par exemple, le financement qui vient de grandes institutions, par exemple les Nations Unies, l'Union européenne, des ambassades, beaucoup de réquisites qui sont absurdes et qui sont peut-être pas ressemblent à la réalité ici sur place, mais qui viennent en raison qu'il y a un financement qui vient de l'extérieur. Une organisation comme la nôtre, dans un cas idéal, peut jouer le rôle d'un facilitateur, c'est ça. Oui, on a trouvé des partenaires, on va dire ok, on va faire des choses ensemble. Il y a une structure comme la fondation qui peut prendre des charges administratives parce que nous avons déjà installé le logiciel pour les finances, il y a des personnes qui sont peut-être également formées en Allemagne, il y a une structure qui derrière qui peut jouer cet intermédiaire. Ça c'est une possibilité. Ou bien sûr aussi on peut essayer d'encadrer le processus. Il y a maintenant un grand projet qui est financé par l'Union européenne et le BMZ, c'est le ministre du Développement d'Allemagne, ensemble depuis l'année dernière, pour quelques années, qui focusait sur le renforcement des capacités des ONG camerounais. Comment on peut traiter des choses comme ça? Oui, ça va dire que, comment on peut écrire une bonne requête? Comment on peut poser des candidatures pour le financement, pour écrire et utiliser les mots, les structures qu'aiment les donneurs veulent avoir? Parce que bien sûr, malheureusement, ça c'est une situation qui est là. Et bien sûr, on peut dire c'est pas bon, etc. Mais aussi, on doit accepter la réalité. On doit trouver la solution. Dans quelle manière on peut avoir ça et dans quelle manière on peut travailler ensemble. Je pense que peut-être comme dernier mot, c'est ça. Généralement, il y a une réalisation aussi dans beaucoup des États occidentaux et des grandes structures que c'est important de directement financer des organisations sur place.
pour créer la possibilité d'avoir un financement direct qui n'est pas besoin des autres structures intermédiaires, ou si de ça le cas, il y a vraiment le règlement strict qui a dit ok, quoi sont les possibilités des organisations nationales, parce que ça c'est une chose, une mentalité qui changeait, mais bien sûr comme toujours les mentalités ça a besoin un peu de temps. D'accord. Merci. Vous avez parlé de logiciels pour les finances, ça m'intéresse beaucoup. Pour cette raison que je vais venir, Dr Charlène Ongota. Vous êtes experte en art oratoire quand même, il faut le souligner. Vous êtes également experte en plaidoyer. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent quand même aux OSC des opportunités d'aller au-delà du plaidoyer traditionnel. Quel est votre avis dessus? Comment est-ce que les OSC et les think tanks peuvent davantage mobiliser justement le numérique pour impacter sur leur plaidoyer? Oui, c'est vrai que l'outil numérique est vraiment... C'est un outil qui permet justement de dépasser le simple cadre local. D'ailleurs, on le voit avec l'Institut Concorde. Pour la petite histoire, l'Institut Concorde est né en France, puisque je travaille en France, je suis avocate inscrite au barreau de Lyon. Et c'est vrai qu'on a toujours cet appel, en fait, finalement, vers son pays d'origine, faut pas se mentir. Et lorsqu'on a créé l'Institut Concorde en 2021, je me suis dit, mais on n'est pas sur place. Est-ce qu'en étant à l'étranger, on sera efficace ? Et tout de suite, on s'est tourné vers l'outil numérique parce qu'on s'est dit on va utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir justement avoir un ancrage sur le territoire en travaillant également avec les partenaires de terrain. Donc pour moi, le numérique est une force parce qu'il nous permet justement de faire porter notre voix en étant à l'étranger. Ça nous permet également de pouvoir aussi travailler notre positionnement. Parce qu'il y a beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est important de le souligner. Donc, c'est un peu le côté négatif des réseaux sociaux. C'est que parfois, on a un trop-plein d'informations, on se perd dans ce trop-plein d'informations et l'information qui est partagée n'est finalement pas efficace. Donc, moi, je pense que le numérique nous aide effectivement à avoir une certaine tribune. Et en plus, ce qui est important aussi de noter, c'est que dans le cadre de l'Institut Concorde, on met beaucoup en place ce qu'on appelle les sessions de discussion, les discussions Concorde. Ces discussions Concorde sont très stratégiques parce que ça se passe en ligne et surtout, ça nous permet de pallier notre absence sur le territoire. Vous vous rendez compte que lorsque on contacte une personnalité publique ou même une personnalité lambda, on discute avec elle, on lui propose effectivement d'intervenir dans le cadre de nos discussions Concorde. C'est une tribune, en fait, pour cette personnalité-là, pour nous parler des activités qu'elle mène sur le terrain, pour essayer de déconstruire un peu peut-être ce que la population ne maîtrise pas. Et nous, c'est tout bénéfique pour nous parce qu'elle rentre, cette personnalité, dans notre carnet d'adresses. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une infiltration beaucoup plus facile, ou en tout cas allégée, dans le débat public. Donc, le numérique, on l'utilise à cet effet. On utilise également le numérique, justement, pour transmettre différemment. Et je suis très contente de constater qu'aujourd'hui, le nouveau président se fait accompagner par une équipe de communicants qui intègrent justement ces outils numériques-là, qui leur permettent plutôt que de rester sur la communication classique qu'on avait à l'époque, la communication gouvernementale, j'entends, et institutionnelle, qui est déjà assez cadrée, plutôt que de rester sur quelque chose d'assez classique, ils essayent vraiment d'innover avec des capsules, par exemple, qui sont faites de 3 minutes pour expliquer le projet de loi qui a été porté, la politique qui est menée dans tel ou tel domaine. Donc le numérique est vraiment une opportunité pour les think tanks d'occuper l'espace. Encore faut-il être formé, parce que le numérique aussi, c'est tout un métier. C'est tout un métier, donc il faut vraiment être formé à ça. Ok, merci, Dr Ongota. Maître Mbombala, vous avez une très bonne connaissance des OSC au Cameroun et vous connaissez aussi les enjeux politiques, les défis de la connexion Internet et tout. Que peuvent faire les OSC au Cameroun pour renforcer leur impact, pour impacter sur les réformes politiques? Qu'est-ce qui leur manque? Well, the first thing I would say is that the civil society organizations in Cameroon, they have been doing a lot. You know, they have been putting their lives on the line because they want to bring meaningful and important changes in Cameroon. But don't forget also, Cameroon, just like most of the central countries in Central African region, there's a nexus between dictatorship and difficulty in
allowing others work, you know. If you look at Chad, you look at Gabon, Equatorial Guinea, Central African Republic, Cameroon, you know, all of them have either a dictator or a civilian dictator. So it makes the space extremely difficult for civil society to work, you understand? And we have a myriad of civil society organizations. We have political civil society organizations, let me call it like that, and we have humanitarian civil society organizations, you know. But each and every one of them, they make their own meaningful contribution. But with regards to those who are more active, more partisan, who involve in a bit of politics, what I would advise also is that there is no civil society organization that can do it alone, no matter how big you are. So there is a concerted effort, or there must be a concerted effort to work together. Take, for example, Cameroonians are clamoring. Let me just do a bit of digression, okay? Cameroonians are clamoring for those who are running against Mr. Biya. And just to remind you, our president also uses social media. So he's modern also in terms of the use of social media. So it's not only Gabon, okay? whilst people are clamoring for the opposition to come together, and civil society, they are shouting. But you see them here, they are not willing to come together. So the double standard has to stop. Because if you have to come to equity, you must come with clean hands. For you to have the high moral authority, to be able to give lessons to others, you must be able to put your house in order. And for civil society to put their house in order, I'm not talking about civil societies putting their house in order with few of their friends. Because you see the way it's done, me, my friends, my cousins, and the people who like me, we create our own platform. Others. So at the end, you have 30 or 40 platforms in the country. And everybody claims that we are working together. Just like how some of these leaders will come with their family members and they tell you they have a coalition. So there is a need for civil society, honestly, to come. Why? Because the pressure that you can put on the state, you know, you will not have that pressure if you're doing it alone. For example, we talk about electoral reform. I know a few, Philip Nanga amongst others here, they were part of a team that was working on electoral reform. But that team was not a reflection of the Cameroonian civil society space. So you had a few persons involved. The others did not know how to get into that space. And when you alienate them, they don't support it. And government also looks at the number of civil societies or think tanks who are working for that cause. They can say, well, there are just 10 of them. And then they would use their arrogant language, a handful of them. So we need to learn how to work together to create the necessary impact that we need to Cameroon. Equally also, we must find a way to navigate, to build a relationship with the state. We are not a political party. We mustn't always be adversaries to the state. Because civil society is also there to contribute to the political discourse, to contribute to the advancement of the political development in a country. So when we reduce ourselves to a political party and we see nothing right in what the state is doing and nothing wrong in what our favorite opposition candidates or leaders are doing, government also has to government ends up creating a wall. They are not willing to listen to you because they think that you are not very open. So it would be a kind of a win-win relationship if we need to create the necessary impact. And lastly also, but civil society should be more bold. In a very mild way, if I want to put it, 90% of the civil society in this country, they are more than chicken-hearted. They do the normal things. Okay. They don't want to rock the boat. Most of them want to be in the good side of the government because they still want to do government contracts. They want to be invited. I'm not saying that you cannot do government contracts. I'm not saying that you cannot attend government functions. But there's a lot of double standards the way they operate. So we cannot accept ourselves. Somebody was asking me outside, in this grand scheme of things going on around the election, what is civil society in Cameroon doing? Nothing. They are bystanders. Nobody cares about them. Nobody consults them. Why? They have failed to accept themselves. And if you are not on the table, you will be in the menu. Civil society in Cameroon, they have failed to be on the table politically, and they will be eaten and chopped on the 12th of October like how they are chopping us. Thank you.
Thank you, Barrister Bombala. Je viens vers vous, Maître Niem. Maître Bombala a beaucoup parlé de l'impact, travailler ensemble pour atteindre l'impact que nous voulons. Et maintenant, j'aimerais relever un peu une sorte de différence. On en parlait dans les jours précédents. OSC et think tank. Les think tanks écrivent beaucoup, sont des laboratoires de recherche, on écrit beaucoup des policy briefs, beaucoup de rapports. Comment créer l'impact avec? Parce que, par exemple, une OSC qui milite, par exemple, pour les droits des femmes, on l'a vu avec le féminicide de Dame Nyango, comment les OSC se sont mobilisés devant les tribunaux pour revendiquer la sanction qui avait été prononcée contre la personne incriminée. Comment peuvent donc faire les think tanks avec leurs activités qui sont principalement orientées vers la recherche? Peut-être c'est ça qui fait en sorte qu'on ne parvient pas encore à migrer de think tank à think do tank. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, peut-être vous la posez parce que Diokwelian se définit comme un think do tank. Okay. Et donc, pour nous, c'est mieux peut-être que je prenne un exemple pour qu'on se comprenne. Nous travaillons beaucoup sur les questions de transformation économique. Et notre conviction, c'est que la transformation économique du Cameroun doit être initiée par le secteur privé et de manière locale. Ce n'est pas top-down approach, c'est dans les villes, dans les régions que le secteur privé peut initier la transformation économique. Une fois qu'on a dit ça, quelle est l'approche de Diokwelian sur cette question? La première chose que nous avons fait déjà, c'est de travailler pour create awareness. On a publié un rapport notamment sur la refondation du patronat. Parce que le secteur privé, tout à l'heure, c'est ce que disait l'aîné, on doit parler de société civile. Nous-mêmes, on doit déjà nettoyer à notre porte. Donc, si on dit l'économie doit être impulsée par le secteur privé, est-ce que le secteur privé au Cameroun est organisé pour impulser l'économie? Non. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est déjà dire au patronat, aux organisations du secteur privé, vous devez vous refonder vous-même pour pouvoir demander à l'État de refonder l'économie camerounaise. Nous avons publié un rapport là-dessus qui demande un patronat qui soit plus inclusif, un patronat qui soit plus innovant, un patronat qui soit plus collaboratif. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième chose qu'on se dit, on ne va pas s'arrêter là. Comment est-ce que nous arrivons maintenant au niveau, et toujours comme je disais tout à l'heure, dans cette logique de multiple stakeholder approach, comment est-ce qu'on arrive à prioriser cette question pour que les patronats, les gouvernements, les médias, etc., considèrent que la restructuration du secteur privé est un enjeu important pour l'évolution de l'économie camerounaise. Et donc là, on essaie de travailler, notamment en organisant des événements. On a organisé il y a quelques mois un sommet économique international qui avait justement pour objet de travailler sur cette question. Comment est-ce qu'on restructure le secteur privé? Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on s'arrête là? Là aussi, je pense que c'est pour ça que vous parlez de think do tank. La troisième étape maintenant, c'est comment est-ce qu'on expérimente? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on va dire, bon, les think tanks, c'est bien, vous réfléchissez, etc. En attendant, les gens s'ouvrent. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, OK, on va travailler soit à créer ou à consolider des organisations patronales qui ressemblent à l'aspiration que nous voulons. Et donc, on a accompagné la création de l'Agence des petites entreprises du Cameroun. Donc, une agence qui représente ces TPE, ces petites entreprises qu'on ne voit pas aujourd'hui quand on parle d'économie camerounaise. On a travaillé à renaître le patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun et on collabore aujourd'hui avec l'association des artisans du Cameroun parce qu'on pense que l'industrialisation passe aussi par l'artisanat. Et donc, en créant ces organisations, on participe déjà à restructurer d'une certaine façon le secteur privé. Et l'étape d'après maintenant pour nous, c'est laquelle? C'est de dire, une fois que ces structures existent, comment est-ce que maintenant, en allant au niveau local, c'est-à-dire en allant au niveau des communes, comment est-ce qu'on peut créer des projets pilotes entre les communes, les chefs traditionnels et ces organisations pour stimuler sur le terrain des initiatives capables de démontrer qu'effectivement, on peut impulser un développement économique local par le secteur privé. Donc, je prends un exemple juste concret pour montrer comment est-ce que, de notre côté, on voit un think tank être un think do tank et travailler au-delà simplement de proposer des idées. Merci, Maître Niem. Je vais me tourner vers le public. Et questions, allez vraiment tout grand dans vos questions pour permettre à la majorité d'en poser. Ok, nous allons commencer avec Monsieur Boumakor. Please
can you, the microphone? I'm afraid I have some contribution to make, and it's quite important. I'll go in line with what Barrister Agbongbala was saying, because once we are talking about policy reforms, this is the crux of the matter, especially in Central Africa. There is civil society and there's civil society. Once things want to change in countries, it's the political reforms that are important. And when you're going into this field, it's not for the faint of heart. There is no government that is open to change. In all countries, the Labor Day that we celebrate every day, and the Women's Day, if we know the way all of these things came about, it's not because they were singing and dancing and they just granted them that opportunity of making sure that workers have a better condition of working. So it is a fight, it is a struggle. And we have to go in it knowing that people will not like us, the government is not going to like us. So I want to give you an example of how the civil society has really brought about change in this country. Agbongbala is an example. The lawyers and teachers, the protests that they made, it has brought about change in many aspects. Government did not take it readily, but they have introduced so many things in this country. It's particularly for the Anglophones. The Owada law that was never translated in English in this country is now translated. There is a common law section in the ENAM. All of these things is the result of civil societies. So civil societies play an important role, particularly trade union organizations. And I'm surprised that they are not well represented here. The trade unions have a lot to do, and we need to see how we can work with them in order to make sure things can change. Because this aspect is really something for those people who are bold and courageous. It's not for the faint of heart. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your contribution. Please, votre question, posez-la directement. Merci de me passer la parole. Je vais m'adresser à Maître Jacques-Jonathan Niem. Vous parlez de transformation locale en tant que think tank. Donc moi j'ai une question. Au vu du manque de décentralisation effective qu'il y a dans ce pays, des faibles moyens techniques et financiers des acteurs locaux, dans quelle mesure les initiatives citoyennes locales que vous prenez bien sûr dans votre think tank peuvent-elles contribuer à la transparence, à la gouvernance inclusive et à la responsabilisation des dirigeants au Cameroun? Ok, merci. Dr. Primos. Please, for the mic. Thank you very much. My name is Primus Tazano of the CAFU Policy Institute. I have two questions. One is directed to Barrister Agbongbala, and the second one is to Mr. Christian Clark. Okay. Mr. Agbo, you made us understand that the civil society space is unregulated, which makes it a little somehow not having a certain quality. So I'm a little interested if the government exploits this to its own advantage. That is the first question. The second one to Mr. Clark. You made us to understand that your organization in Germany, I think it's what's the name? I forgot the name of the organization. Friedrich Ebert Foundation, yeah, right. So that you annoy the society in Germany, you annoy the power structure in Germany. So I'm a little curious if you are interested in working with only organizations that annoy their countries here in Central Africa's sub-region. Thank you. Okay. Yes, Good afternoon, everyone. I'm Nicoline Waze. I'm a gender and development expert and a civil society activist. I want to thank the panelists. I have a short question for Barrister Agbongbala
uneasy, they say lies the head that wears the crown. Anyway, it's more of a contribution, but the answer will just be like yes or no. Barrister, you have belabored the issue of the shrinking civic space in Cameroon, which we all know. Because of the ongoing electoral process, you can look around our junctions and it speaks for itself. The kamikazes are all over the place because they want us to know that if you step your leg out, you do that at your own risk and peril. And then you talked also of the capacity of civil society organization and the organization itself, our silos as civil society actors. I also want to say that what effort have you, for instance, as an elderly in this civil society couple with your legal mind, what are some of the efforts that you've made to try to bring these civil society organizations together, build the capacities? Because it is going, as the Frenchman say, dans tous les sens. Like you see a civil society organization because they have connections, diplomatic connections, political connections, parliamentary connections. They go to parliament and say certain things that in the name of civil societies in Cameroon, you inclusive, with your international reputation, they go to parliament and say certain things that you ask yourself, do they even know that there is a procedure to table a bill in parliament? And all of those things, we keep like laying the cat before the horses. Thank You as the big man in this domain, do we keep complaining? Because it is like really a shame. You ask some of the biggest so-called civil societies in Cameroon, what is a briefing note? How many do they write in a year? What are the issues that they raise? They don't even tell you. So what effort can we do? What are the solutions? Let's look. Thank you. Last question. Thank you very much. I direct my question to Maître Nyem. Maître, we have seen your think do tank in the past years, focusing with young people in schools, trying to give them finance, trying to structure every part of the society. Is it an easy job? And is it something to be done alone? And I pushed to my Herr Clark, so what lessons can you provide? Because I know I haven't studied in Germany for 20-something years. Your organization is being supported. You pick the best to bring into your organizations, and we have also seen you supporting young people in the civil society space. So are there programs? So what lesson can you share with them? And are there programs to bring all of these guys together, the civil society space, so that they can actually become an independent civil society? Thank you very much. Je pense que tous les panélistes ont été tagués. Quelqu'un a une question pour le docteur Ngota spécifiquement? Non, il y a une question qui a été posée, je pense, qui est générale, c'est ça? Oui, parce que vous êtes là à tous les niveaux, c'est vraiment presque comme toutes les sociétés civiles des autres pays, le patron de patronat de civil society donc, et vous aussi qui fait pas mal de choses au Gabon et venez de la France, mais est-ce qu'il y a une possibilité que vous pouvez échanger cette expérience pour qu'on peut créer une société civile indépendante et crédible dans cette sous-région? Ok, merci. Nous allons commencer avec vous, Monsieur Christian Klatt. Merci. Excellent questions, difficult questions. Maybe for the question on how does we at FES work, where do we work? Because as you pointed out, yes, we are a German organization, but we are also here. We are not just here, we are a global organization. We have around 100 offices worldwide where we work with civil society, government, trade union partners together to create change. And I want to say, luckily, I think we are right now celebrating the 100-year anniversary of the Friedrich Ebert Foundation, because we've been named after the first
democratic elected president in Germany after the First World War, Friedrich Ebert, who in the Weimar Republic unfortunately wasn't in power for long, but implemented a lot of good things, including the creation of our foundation. Nowadays, we are not just following the idea that we as FES go to a place and explain, put me on a panel or put someone like me on the panel, mostly looking like me on the panel, and explain how things work. Nowadays, it always goes in both directions, and it's about exchange. And that is also like a connection to the second question. We have to listen to each other. That's the first thing, and it's the simple thing. It's places like this. It's having a day, 2 days, a week together, sometimes even just a coffee break together, to exchange ideas and to motivate each other. Because this is something that we have to remember. This is not an easy process. We heard in our first contribution. Often there is a ceiling to what we as civil society can do. And that ceiling is predicted by authoritarian governments, people that don't like what we are doing, people that don't stand for the progress we want to create, because it challenges the status quo. And to achieve this, we have to work together. And this means we have to bind together. Meaning, we also, maybe that's as last point here, we have to see where we find common ground. This already is a very diverse room. And if we see certain points, we will not get eye to eye with everything we are talking about. But that's okay, because there are also key points that we are probably all agreeing on. And it's important to identify these key points. Create alliances, maybe for a moment, maybe for an election, maybe for a campaign, and say afterwards, okay, maybe we can also disagree on, is it private business that creates wealth? Is it trade unions that create wealth? These are very opposing ideas maybe, but for a point, they can be converging into creating something better together. And that is the very important point, that we have to listen and that we have to see at what point can we work together to create positive change. Thank you very much, Mr. Clat. On continue avec vous, Dr. Ngota, par rapport à cette question. Alors, sur la question qui a été posée, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le travail ensemble? Comment est-ce qu'on peut pérenniser ce qui est en train de se faire ici? Il faut déjà saluer le fait qu'on ait la chance d'avoir un forum qui se tient depuis 3 ans, forum des think tanks, quand on sait que l'objet think tank n'est pas valorisé et n'est pas connu. Lorsqu'on dit think tank, c'est un mot anglophone. Laboratoire d'idées, effectivement, c'est beaucoup plus francophone et ça nous parle beaucoup plus, mais lorsqu'on parle de think tank, même lorsqu'on le présente aux autorités, ils n'ont pas aucune connaissance, mais ça ne leur parle pas directement. Donc je pense que il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. C'est ce que je disais ce matin lorsqu'on s'est retrouvés effectivement autour de ce petit déjeuner des partenaires. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. L'une des choses dont je me suis rendu compte en dirigeant l'Institut Concorde et en créant l'Institut Concorde, c'est que, premièrement, j'avais une méconnaissance de mon pays. Lorsqu'on veut apporter des contributions pour son pays et qu'on ne le connaît pas, malheureusement, on va droit dans un mur. Et la deuxième chose, c'est que je ne connaissais pas les acteurs qui intervenaient sur le territoire. Donc si je ne connais ni mon pays, je ne connais pas les acteurs, je ne vois pas en quoi est-ce que je peux être pertinente sur le territoire. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on essaye effectivement de créer des coalitions. C'est ce qu'on essaie déjà de faire avec le NCAFU. On a quand même un partenariat qui est mis en place depuis maintenant 1 an et demi, le SCAT-Bridge, où on essaye de travailler au renforcement des capacités, parce qu'on se rend compte que, par exemple, au sein de l'Institut Concorde, il va y avoir une pléthore de juristes qui va pouvoir peut-être intervenir auprès d'acteurs de la RCA pour apporter effectivement des contributions en ce sens. Et je pense aussi qu'il ne faut pas viser simplement la construction d'une seule et même entité. Je pense que le fait d'avoir plusieurs entités enrichit le débat aussi. C'est vrai qu'on partage les mêmes difficultés, mais on a quand même des singularités qui permettent justement de faire en sorte qu'on croise nos idées et qu'on se rencontre lors de forums tels que celui-ci. D'ailleurs, ce serait intéressant que le prochain forum, pourquoi pas, se passe au Gabon. Ça pourrait être intéressant, c'est une invitation officielle. Ça peut être intéressant de réfléchir en ce sens-là, comment mettre en place.
Et moi, je pense qu'il faut renforcer, il faut apprendre à travailler ensemble parce que malheureusement, on a du mal à travailler ensemble. Merci. On a du mal. Merci, Dr Ongo. On donne rapidement la parole à Maître Niem pour répondre à sa question. Ok, je crois qu'il y avait 2 questions. Just quickly on your question. En 1 minute. Yes, on your question, I think you've asked us as your questions, is it easy? I think when you're looking for systemic change, it's never easy. A lot of us here are doing great things, but why is that all the great things that we are doing is not bringing that systemic change that we want to see here? For us, the only way to make it happen is to build this generation of leaders who share the values, but also the common vision, and then align themselves in influencing the agenda. So that's why we're doing that. It may take time, but we think that it's the only way to get there. It's not easy, but we will continue to work that way as part of this platform, but also building coalitions. Traditional chiefs, municipal councils, trade unions. We need to build coalitions and to be part of various platforms to make it happen. Thank you very much, Barrister Niem. Je vous passe la parole. Vous avez beaucoup été tagué. I think the first question where we talked about capacity building and if the minister decides or the state decides to get involved. I said at the end of the day that also they would need to have a committee that would include civil society and other stakeholders to actually lay down or draft a law that organizes civil society. So it would not only be left on government, and it might not be today where we have a kind of a semi-dictatorship. It might be in the next Cameroon where we would have a Cameroon that would also respect civil society and give its dues, because there's a need to reform civil society for civil society to have the role that civil society can play. And I would go also to what Emmanuel said with regards to when I said that people are chicken-hearted. What I mean is that you can find a way to circumvent the system. It's like tax evasion and tax avoidance. Not so you're not breaking the law. You can find a way to circumvent the system in a way that you don't find yourself in jail. Language as a tool of communication would be very important. So I can call for a peaceful uprising in a statement, and you call for an uprising, and then they will arrest you and will not arrest me, because peaceful uprising means that you should not destroy. You can just criticize or use social media. So civil society must find a way to navigate that thin line between the law and also being there for the people. Because when people have the perception that civil society is not actually there for them, then it also makes us lose the credibility in the eyes of the people. And Nicolene, in terms of what we can do or what we have done, you see, we've created a network of human rights defenders, of human rights lawyers, okay? And for everybody here who has come in interaction with CHADA, you would attest to the fact that CHADA has involved in a lot of training of civil society actors, human rights defenders in particular, and also in building capacity. I would boldly state that we are one of the few organizations in this country that if we have 10 staff, 8 have traveled abroad for a workshop, which is very unusual in civil society. So you also need to try to lead by example. I always say you have to walk the talk. But to thank you for giving us this space. Yes, thank you very much. Je sais que la plupart d'entre vous s'est encore posé des questions, mais nous sommes à 2 minutes de la fin, malheureusement. Vous aurez l'opportunité de vous rapprocher de nos panélistes, même durant le déjeuner, pour leur poser des questions. Donc, du coup, je vais faire un dernier tour, 30 secondes, vraiment 30 secondes pour un mot de fin pour chaque panéliste. Je commence avec vous, Monsieur Clad. Quel est votre mot de fin par rapport à tout ce qui a été dit, peut-être en termes de recommandations urgentes ou toute autre chose? On doit rester ensemble, on doit rester motivé, on doit rester engagé, mais aussi on doit rester réalistique. Il y a quelque chose qui est vraiment dangereux pour toute notre cause. Et c'est toujours l'attention ou l'idée que les choses importantes que je fais vont changer tout. Malheureusement, pour la majorité des choses, ce n'est pas le cas. On a besoin des petits. Oui, il y a une fondation comme nous, on a fait le travail de plus de 100 ans maintenant, de changer les conditions de travail.
Et aujourd'hui, on peut dire que peut-être en quelque instance, c'est plus pire qu'avant. Mais bien sûr, on a fait de bonnes choses. Mais on a besoin de temps. Et on doit écouter les autres pour travailler ensemble. Merci. Donc, merci beaucoup, Maître Niem. Mot de fin. Oui, alors mon mot de fin, c'est simplement de dire que si véritablement on veut un changement, une transformation systémique, un changement de paradigme au Cameroun, dans la sous-région, il faut déjà que nous commencions par changer de paradigme dans la société civile. Voilà, et comme ça, nous serons suffisamment crédibles et nous réussirons à être, je pense, outillés pour pouvoir créer le changement que nous attendons. Merci, Maître Niem. Maître Ngota, votre mot de fin. Oui, le mot de fin, c'est juste de dire qu'on est dans le bon timing. Je pense que l'outil Think Tank est un outil d'avenir, et même je pense que c'est l'outil du présent déjà. Donc il faut persévérer, et puis surtout il faut maîtriser cet outil-là pour que les think tanks soient plus efficaces et plus agressifs agressifs dans le bon sens du terme, avoir une très bonne approche vis-à-vis des autorités pour pouvoir se faire une place. Mais c'est vraiment le bon timing, on est dans le bon temps, il faut continuer, il faut persévérer. Merci. Barrister. Just to thank civil society for the immense job that they are doing in this country, and that they should not give up, they should be resilient. It is difficult, you face trials and tribulation, but this is your country. You have to leave your footprints on the sands of time. History would remember you for the wonderful job you are doing. I know it's a thankless job. You have insults, you have police attack, your family thinks that you don't know what is right. But this country one day would respect you and would honor you for the good job you are doing. So more grace, don't give up. We shall conquer someday. Thank you. Merci, 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 cher public. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Maître Niem. Merci, Monsieur Clark. Merci, Barrister Bombala. Et merci,